Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je vais très très bien. Aujourd'hui, j'ai très très mal à l'épaule en fait. J'ai mal à l'épaule et j'ai mal au genou parce qu'il y a quelques années, je me suis fait opérer les rotules. Donc du coup, j'ai hyper mal quand il y a des moments comme ça où j'ai mal. Et les épaules aussi, pareil, parce que ces derniers temps, je crois que je travaille trop. Je travaille trop, je suis trop sur ordinateur, j'appuie trop sur la souris, enfin, voilà, des mouvements comme ça, j'ai hyper mal. Sans compter que je dois faire quelques exercices chez kiné aussi, donc voilà. Mais c'est pas de moi dont on va parler. Vous vous souvenez, la vidéo va être postée en différé, hein. Vous vous souvenez que je vous ai présenté le comptoir des monoïs qu'on peut trouver chez Noz, hein, si vous avez la chance, parce que moi j'adore ce magasin, surtout au niveau cosmétique, au niveau de tout ce qui est soins capillaires et autres. C'est waouh, mais c'est incroyable, maquillage. Oui, bah oui, comptoir des monoïs, voilà, c'est là. Et j'ai remarqué, j'ai vu que c'est 99% pur monoï, hein, c'est là, ici, là. Voilà. Donc, j'ai pris aussi, attendez, je reviens. Oh, je suis fatiguée, hein. Ça se voit, je suis hyper fatiguée. Quand je suis fatiguée, comme ça, le rhume des foins revient. Voilà. Voilà. J'ai pris deux. Alors celui-là, il est mono et sublime, fleur de tiare. Et celui-là, c'est un mélange de fleurs des îles Marquises. Alors là-dedans, il y a de l'huile de coco vierge extra et des fleurs de tiare infusées directement là-dedans. Et quand vous ouvrez la bouteille, mais celui-là, il a des fleurs de monoï hyper sucrées, limite écœurant. J'en ai tartiné à la sortie de la douche. Par contre, ça tient pas trop sur moi, je sais pas, sur vous, je sais pas, j'en sais rien. J'en ai tartiné, hein, j'en ai tartiné plein. J'ai fait un henné aussi pour avoir moins de cheveux blancs. Et j'en ai tartiné et j'ai dormi avec hier. Et bof, ça a disparu au bout de 2 heures. Donc c'est un peu, voilà, c'est bof. Mais ça hydrate bien et ça sent hyper bon, hein, très très bon. C'est une attaque de fleurs, de tiare. Voilà. Ensuite, celui-là, je vais le mettre Sublime Fleur des îles Marquises là. Oh là là, j'ai payé un, je suis obligée de faire comme ça avec le. Voilà, hop, je suis obligée de faire comme ça. Sinon, vous faites chauffer, hein. Sinon, vous mettez au soleil, hein, ça fond, hein. Ou au bain-marie dans une casserole si vous voulez que ça revienne à l'état liquide. Parce que là, ça se fige, mais à une vitesse, voilà. C'est de l'huile de coco en même temps, ça se fige. J'en ai prélevé un peu là, juste un peu. Pour les cheveux, pour le visage. Hier soir, je me suis tartiné le visage avec. Oh là là, qu'est-ce que ça sentait bon. Je vais en offrir à Marie. Elle va aimer. Elle va adorer. Je mets pas beaucoup parce que sinon les cheveux sont gras après. Juste les pointes, juste pour que ça sente très très bon. Voilà, comme ça, histoire d'avoir un peu de confiance en soi. J'espère que... Attendez, je reviens. Donc voilà, me revoilà. J'en ai mis un tout petit peu. Vous savez, juste Ça sent bon, hein. Ça sent très très bon. À ce prix-là, j'hésiterai pas. Si je repasse chez Noz la semaine prochaine, parce que là j'ai mal, je peux pas conduire. Mais si je dois faire les courses et autres, je vais appeler un ami comme ça, un voisin, comme ça il pourra me déposer. S'il va faire les courses, après il me récupère chez Noz. Voilà. Voilà, les cheveux sont en train de sécher. Ah, je vais mettre encore un tout petit peu parce que j'aime trop. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Juste sur les pointes, un tout petit peu sur la longueur là.
Et c'est vraiment exceptionnel. Ça nourrit en même temps. Mais c'est l'huile de coco, hein. Alors ma grand-mère, non, mon arrière-grand-mère avait des cheveux longs jusqu'au mollet. Un jour, j'avais pas compris pourquoi elle avait des beaux cheveux comme ça, alors qu'ils étaient blancs. Ils étaient blancs d'un beau blanc incroyablement beau. D'abord, ils étaient noirs et au fil des années, ils étaient blancs. Elle était décédée à l'âge de à peu près 100 ans. Parce qu'elle avait des fils qui prenaient soin d'elle, des brus et tout. Euh, donc, elle n'était jamais en maison de retraite. De toute façon, il n'y en avait pas. Elle était décédée le jour où j'avais à peu près 16 ans. C'est ce jour-là où je l'ai vue. Je l'ai vue. Et ce jour-là, je me suis vue marcher dans un immense no man's land, un truc comme ça. Et le lendemain, j'avais très très peur, hein. Et le lendemain, il y a eu un télégramme. C'était à l'époque, c'était des trucs. C'était il y a 40 ans, quand on venait d'arriver en France. Juste un télégramme ou un truc comme ça, vous savez, des messages rapides où on pouvait écrire 3 phrases. Ah non, pas 3 phrases, 3 mots, et c'est facturé 150 francs à l'époque. La moitié d'un salaire. Voilà, c'était marqué comme quoi euh, grand-mère est décédée et c'est signé un de mes frères. Non, un des frères de mon papa. Ou une sœur, je sais plus. C'était marqué grand-mère est décédée. Voilà. Mais moi, je l'ai vu, je l'avais senti avant. Mais je savais pas, donc j'avais trop peur. Voilà. On va laisser simplement sécher comme il faut. Voilà. Des cheveux hydratés bien comme il faut. Et voilà. Hop. On va se laver les mains. Regarde. Voilà, excusez-moi. Oups. Alors, je vais manger et en même temps, je vous raconte notre arrivée en France. Donc, on avait atterri à Singapour. Alors, je recommence le même plat. Cramé. Du riz avec une couche au fond de la casserole, une couche croustillante, là. Que j'ai mis en boule. Du riz blanc. Du kimchi. C'est des légumes lacto-fermentés. Des choux lacto-fermentés avec des carottes, des cébettes, du gingembre et des navets. Bon appétit. Et là, j'ai des poireaux à l'eau, tout simplement. Avec un demi-cube de quoi? Bouillon de légumes. Oui, un demi, juste un demi. Je mets dans l'eau, j'ai fait cuire 40 minutes. Ça fait presque fondu. Super bon. Ça accompagne bien les plats bien salés. Voilà. Je vais peut-être mettre un peu d'huile là-dessus, hein. Je n'ai plus d'huile de sésame, donc je vais en mettre un peu d'huile d'oméga 3.
histoire d'avoir un peu d'oméga 3. Ils sont où mes sésames grillés là? Ah, excusez-moi. Sésame grillé. Un topping de sésame grillé. Voilà, comme ça c'est meilleur. Même un peu sur le riz aussi. Voilà. Donc, on avait atterri à Singapour. Papa avait passé des entretiens avec des différentes délégations qui étaient venues secourir les réfugiés et qui proposaient de les accueillir sur leur sol. Alors, il y avait des Australiens, il y avait des Français, il y avait le haut commissariat, le haut comité ou au comité de réfugiés, quelque chose, un truc comme ça, oui. Il y avait la Croix-Rouge qui nous donnait. De toute façon, la Croix-Rouge était là depuis le début, vous savez pourquoi? Pour nous donner des vêtements. Parce que quand on était arrivé, on n'avait pas de vêtements décents, on avait juste... certains n'avaient même pas de tongs, de chaussures. Marcher nu-pied, hein. Petit à petit, on nous vêtait. C'est ça, c'est dit. Hein. On nous donnait des chaussures. Certains étaient trop grands pour nous, mais bon, ça va, on s'en contente, hein, c'est pas très très grave. Hein. Et la Croix-Rouge était là pour nous donner, distribuer des vêtements. Des vêtements et à manger, surtout à manger. Par portion, par famille. On recevait aussi un peu de sous pour faire un peu les courses en ville. Parce qu'on était, accueillis dans les camps de réfugiés. Le camp à Singapour était propre. Il y avait des médecins qui passaient, auscultaient les enfants. Ils surveillaient la santé des yeux surtout. Et ma mère a été myope depuis très longtemps. Juste après 75, je crois, elle est devenue myope. Mais elle n'a pas pu se soigner. Donc du coup, à Singapour, ils ont découvert qu'elle était myope. Donc ils l'ont emmenée voir un ophtalmo. Et ils l'ont fait faire des lunettes. Il y avait des gens qui venaient nous accompagner pour faire des papiers administratifs. Il y avait des Vietnamiens qui étaient là, établis depuis un peu plus longtemps. Ou alors qui avaient leur mari. C'était des femmes viettes qui avaient leur mari. Qui avaient des missions. Qui ont des missions humanitaires sur le sol, pas cambodgien, mais à Singapour, dans ces zones-là. Donc, c'était des missionnaires. Pas missionnaires catholiques, c'était des hommes et des femmes qui avaient pour mission de, dans le cadre humanitaire. Donc, on était hyper contents. On était au contact avec à peu près, avec un pré-Occident. Un pré-Occident, ça veut dire avant l'Occident. Mais on sait que sur la terre de Singapour, c'est déjà l'Occident pour nous. Parce que Singapour était très, très, très belle île. Bon, il y a une partie qui reste un peu pauvre, mais il y a une très grande communauté indienne là-bas. Pakistanaise aussi. Et on mangeait certainement du curry sur place, mais moi, je m'en souviens pas. Il y avait un zoo immense, un très, très beau zoo. Magnifique, avec, je m'en souviens, il y avait des fleurs, plus de fleurs que d'animaux. Je ne sais pas si ce zoo existe encore.
C'est pour ça que je vous ai dit, j'aimerais bien aller à Singapour. J'aimerais bien revoir l'île de mon enfance, hein, parce que j'ai passé 3 mois là-bas, 3 mois merveilleux, super. Le climat était comme au Vietnam, il faisait chaud, pas trop chaud, pas aussi horrible que le Vietnam, avec ses chaleurs écrasantes. Non, 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 ça va. Ça allait, c'était une belle transition. On recevait des vêtements. Au début, on ne comprenait pas, moi je ne comprenais pas pourquoi je devais avoir des pulls dans ma valise. Quoi? Pourquoi? Je dis, mais les pulls, c'est que pour l'hiver. En plus, ces pulls-là, ils sont épais. Des chaussettes, des sous-pulls. Un peu trop grand pour moi, parce que j'étais menue petite de taille. Pareil pour mes petites sœurs. On était 5 sœurs, hein, petites. J'étais la plus grande. Donc voilà. On recevait des vêtements de la part de la Croix-Rouge. Et on recevait ce qu'il fallait pour aller en France. Parce qu'on sait que la France, c'est elle qui nous a accueillis. Mon père a refusé de partir ailleurs que la France. Il ne voulait pas aller ailleurs. Pourtant, on lui a dit, tu sais, la France, c'est pauvre. Hein. C'est pas des riches, là. Et papa avait dit, pauvre ou riche, c'est un pays occidentalisé. C'est un pays avec de la culture. C'est un pays où les enfants vont à l'école. C'est un pays où les enfants vont à l'école et ne doivent pas payer pour aller à l'école. Il avait raison, hein. Je ne sais pas si c'était Jules Ferry qui avait imposé l'école jusqu'à 16 ans obligatoire. La gratuité, je ne sais pas, il faut que vous me dites hein, si c'est si ma mémoire est bonne. Hein. Donc, au bout de 3 mois, bah, bien sûr, pendant ce temps-là, ma mère était très très malade. Elle était malade pendant presque 1 mois. Elle avait un genre de virus, un truc de piqûre de moustique ou je sais pas quoi. Elle était très très malade. Pendant 1 mois, elle était malade. Donc, je devais m'occuper à peu près de, de la famille. Comme au Vietnam, pareil, la même chose. Faire à manger, prendre soin des petits. La soulager le plus possible. Mais ça va, si elle est tombée malade comme ça, elle était prise en charge. Et on était heureux dans les camps de réfugiés. On était très heureux. C'était des camps qui étaient réservés, vous savez, c'était des anciens camps militaires. C'était une base militaire qu'ils ont transformée en camp d'accueil des réfugiés. J'aimerais bien revoir Singapour. Ma soeur, elle a dit, ils ont rasé le camp. Ils l'ont transformé en autre chose. Peut-être un resort de luxe. Peut-être une chaîne d'hôtels de luxe ou une baie touristique ou un spa. Mais il y a plus, ce camp-là n'existe plus. Dommage, hein. J'aimerais bien revoir le camp, mais non, il n'y a plus. J'aimerais bien revoir Singapour. Les jours où on pouvait partir en ville, parce que les enfants étaient accompagnés, il y avait des gens qui étaient venus, des bénévoles qui étaient venus, proposer d'emmener les enfants en groupe pour les faire visiter la ville de Singapour. Et là, on a vu l'Occident, le vrai. Les buildings immenses. Waouh! La ville avec les escalators qui montaient, qui descendaient. C'était trop bien. J'ai jamais vu ça.
J'ai jamais vu ça. Oh, des escalators. Oh, c'était il y a 40 ans. Oh là là. Puis des dames avec des hauts talons. Marcher dans la ville, magnifique, trop belle, des robes. Et au matin, je me suis dit, oh, oh, c'est trop beau, comment peuvent-ils être aussi beaux? Ils doivent ne pas soucier de qu'est-ce que je vais manger demain, comment je vais m'en sortir. Ah, ces dames, bien maquillées, toutes belles, les cheveux ondulés au vent comme ça, je me dis, waouh, toutes blanches. Je me suis dit, si ça, c'est un bout de paradis, ça doit être le paradis hein, en France, hein. Ou en Europe, hein, ou aux États-Unis, hein, ça doit être pareil. Ma mère, elle fait, mais oui, c'est pareil, on est déjà en Occident. Oui, c'était la belle vie, hein. Ah oui, oui. Contrairement aux Malaisiens, qui ont accueilli aussi à bras ouverts les Vietnamiens. Je pense pas que les Malaisiens, enfin les réfugiés en Malaisie, à Pulau Bidong, dans les camps où c'est concentré 10 000, 20 000, 30 000 personnes, 100 000 personnes, je pense pas qu'ils aient aussi une belle vie comme nous, à Singapour. Il y a eu même des histoires de très très sordides, très dark, parce que avant d'aller en Occident, euh, les réfugiés qui étaient élus pour aller en Occident, parce qu'ils avaient trouvé un pays qui les accueillait, et ben ils arrivaient d'abord à Singapour, parce qu'il y a un aéroport, un grand. Ils ont raconté des histoires très très tristes. Et moi, bien sûr, j'écoutais aux portes. Il n'y avait pas de porte, hein, c'était un camp immense. Il n'y avait pas de porte. On dormait à même le sol, hein. Mais ça va, le sol, on a l'habitude, vous savez, au Vietnam, on dormait à même le sol, sur un paillasson, hein. Ça ne nous dérangeait pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, je me défie de dormir à même le sol, c'est pas possible. J'ai l'habitude de dormir sur un matelas moelleux, ferme mais moelleux. Tous les 5 ans, il faut le changer. Sur Singapour, il y avait de l'eau courante, à volonté. Il y avait plein de points d'eau, comme ça, des robinets, plein de points d'eau, des toilettes propres et tout. Chacun faisait son ménage. Chacun était chargé de faire à tour de rôle le ménage pour la communauté. Il y avait des équipes. En Malaisie, c'était pas comme ça. Philippines, c'était pas comme ça. Singapour, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau courante, de l'eau propre. Donc, il y avait moins de problèmes. Donc, on avait beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Je m'en rends compte qu'on avait beaucoup de chance d'atterrir directement à Singapour, d'avoir été secouru par les Français. Un navire français qui s'appelle le Tourville. C'est un pavillon commercial. J'essaie de le retrouver. J'essaierai de retrouver son capitaine à l'époque. Papa avait offert le gros boussole au capitaine de Tourville. Il a gardé le petit. À l'occasion, quand je rentrerai en Alsace voir papa, bon, pas là, hein, parce que là, le prix de l'essence, c'est un billet pour aller au Vietnam. Mais à l'occasion, quand je rentrerai en Alsace, je demanderai à papa de me montrer sa boussole. La petite qu'il a gardée. Je l'avais tenue entre les mains pendant très longtemps. Même jusqu'en France, je l'avais vue. Je la tenais entre les mains. Pendant très très longtemps, j'espère qu'elle y est encore. J'espère qu'il a gardé.
Bon, bref, voilà, la vie à Singapour, il y avait des écoles, c'est-à-dire il y avait des classes le matin où on apprenait le français, mais moi, j'apprenais rien. Moi, c'était dur. Vous savez pourquoi? Parce que les classes de français étaient tenues par les Français. Donc, je comprenais pas. Oui, c'était les professeurs français, des bénévoles français qui étaient venus nous enseigner le français. Mais moi, je comprenais rien. Je comprenais pas trop. Bon, c'est pas grave, je me rattrape en France. Mes petites sœurs, pareil, se rattrapaient toutes en France. Les enfants apprennent très très vite, hein. Ils ont une capacité d'apprendre qui est extraordinaire. Et donc, on avait droit à des pulls. Maman avait droit aussi à des pulls. Papa aussi avait droit à des pulls, des pantalons, des chaussettes, des chaussures pour prendre l'avion au bout de 3 mois. On était resté 3 mois. Qui a payé les billets d'avion? C'était la Croix-Rouge. C'était le Haut Commissariat des réfugiés. HCR, oui. C'était eux qui nous avaient délivré, vous savez, des papiers d'identité de réfugiés politiques. Hmm. Oui. Et donc, un jour, on a reçu 2 valises et quelques petits sacs à dos pour les enfants. On avait mis nos maigres affaires dedans. Donc, on était arrivé en France avec 2 valises. Petit sac à dos où il y a du lait dedans pour la petite dernière. Et voilà. On est débarqué à Charles de Gaulle. C'était un mois de... Donc, on était parti le 30 avril. On était parti le 30 avril 1983. Le 30 avril, c'était la fête. D'ailleurs, c'est bientôt, hein. La fête de la prise de Saigon. Voilà, les communistes fêtent la prise de Saigon en 1975. 30 avril 1975. Saigon était tombé. Le 30 avril 1983, nous étions partis. On a quitté le Vietnam. On a quitté le rivage de nos ancêtres. Sept jours en mer. Une tempête affreuse, ça a failli nous avaler. Trois mois à Singapour. Donc 30 avril, 30 mai, 30 juin, 30 juillet, on était en août, on débarquait à Paris. Charles de Gaulle. Il faisait froid. Il faisait froid. Cette année-là, il faisait froid. 1983. Je sais pas, cherchez vous-même. 83. Juillet, août, par là. Il faisait froid. Caillé. Oh mon... En août, il faisait froid à Charles de Gaulle parce qu'il y avait un petit vent. Et nous, on gelait. Parce qu'on n'avait pas les pulls. Voilà. A pris l'avion la première fois de ma vie, j'ai pris l'avion. Depuis ce jour, je n'ai plus repris l'avion. Depuis ce jour, je n'ai pas voyagé en dehors de l'Europe. Maintenant, si je dois reprendre l'avion, je sais pas. Je sais pas. Oui. Mon plus long voyage a été du Vietnam sur la mer de Chine, où j'ai vu des choses très très belles, magnifiques choses, genre des poissons volants en pleine nuit, qui atterrissaient là, comme ça, sur le bateau.
J'ai entendu le chant des sirènes, le chant des baleines. J'ai vu des dauphins nager à nos côtés. J'ai entendu aussi le vent qui soufflait, peut-être les plaintes des âmes errantes sur la mer de chez nous. J'ai vu tout ça, j'ai entendu tout ça, j'avais à peu près 9 ans, 10 ans, je ne sais plus. Aujourd'hui, vous me demandez quel âge j'ai? À peu près 50. 51. Je pense que dans la vie d'un enfant, il y a des choses que l'enfant ne devrait pas voir. Il y a des choses il y a des événements que l'enfant ne devrait pas vivre. Et s'il les a vécues, toutes ces choses-là, ce n'est plus un enfant. Ça devient adulte. Adulte avant l'heure, voyez. Juillet, août, fin juillet, début août, nous avons atterri en France. Charles de Gaulle. Une délégation qui se charge des réfugiés est venue nous chercher. Il y avait, dans le groupe des réfugiés, il y avait des Cambodgiens, il y avait des Laotiens, il y avait des Vietnamiens. Pourquoi? Parce que ces trois pays-là ont subi le même sort au même moment, c'est-à-dire ils ont fui. Ils ont fui, tout simplement, leur pays d'origine. Et le premier centre pour réfugiés en France, dans les années 83, c'était à Créteil, dans le 95, je crois, 9-5, dans le 95, si je m'en souviens bien, hein, Créteil. Je connais pas tous les départements de France. Je connais que l'Alsace, 67, le Bas-Rhin, 68, le Haut-Rhin. 41 maintenant, et 75. Sinon le reste, je suis un peu perdue. Vous m'excuserez. Voilà. À Créteil, il y avait quelqu'un qui était chargé de traduire, de faire les papiers pour nous et de traduire tout ce que nous voulons dire. Et à partir de là, différentes régions de France ont proposé d'accueillir les réfugiés. À Lure, le maire de Lure a proposé d'accueillir une partie de la population, les réfugiés, dont ma famille et quelques Cambodgiens et quelques Laotiens. Donc à Lure, Lure c'est où? C'est dans le, je sais même pas dans le vers, vous chercherez vous-même Lure, dans le 70 je pense. Oui, c'est une petite ville là, c'est pas grand. Hein. Et là-bas les enfants, tout le monde était mis dans un foyer pour réfugiés là-bas. Donc de Créteil, un matin, on était resté à Créteil, je crois, une semaine ou 15 jours, je m'en souviens plus. Et après, il a fallu mettre tout de suite les familles dans un foyer pour réfugiés. Pourquoi? Parce que les enfants doivent aller à l'école à la rentrée. C'est très très important. Et je comprends l'importance accordée à l'éducation pour chaque enfant qui arrive sur le sol français, qu'il soit français ou pas, hein, il a droit à être éduqué. Et ça, c'est très, très important. Donc, on était arrivé au foyer au bout de 15 jours à Créteil. Rebelote les bagages et tout ça. Et entre-temps, on nous a distribué, vous savez,
des vêtements chauds, encore des vêtements chauds, parce qu'on sait que les hivers sont rigoureux en France. Et donc vêtements chauds, chaussettes, chaussures, tout ce qu'ils pouvaient nous donner, ils nous donnaient. Voilà. Donc on était arrivé, on était parti un matin en car. Il y avait un grand car qui rassemblait tout le monde. Et tout le monde montait. Et la nuit, il est arrivé très tard hein, à Lure. De Paris à Lure, je crois que ça a mis beaucoup de temps. On avait des sandwichs au jambon pour la route. Et à partir de ce jour-là, j'ai appris à aimer le jambon. Donc ben voilà. Et à partir de ce jour-là, on sait qu'on est devenus des vrais réfugiés politiques. Des vrais. Qu'on est pris en charge. Et qu'on nous achemine vers la ville. En attendant qu'on trouve une situation professionnelle. On doit apprendre le français. Et on doit... surtout les enfants doivent aller à l'école. En attendant, toutes les familles sont mises dans un foyer pour réfugiés. Et là-dedans, il y a déjà des anciens qui étaient arrivés avant nous, genre 6 mois, 1 an avant nous, qui s'apprêtaient à partir, mais qui restaient là pour nous accueillir. Et on était restés là-bas 6 mois. On nous donnait à manger, on nous donnait des portions, du pain, de la viande, des poissons. Toutes les semaines, il y avait une distribution de nourriture. Et c'est dans ce foyer-là que j'ai connu deux copines. Et c'est dans ce foyer-là que j'ai croisé un Iranien un jour. Oui. Un Cambodgien aussi. L'Iranien m'a dit, je viens de très loin comme toi. J'ai fui la guerre comme toi. Moi, je savais pas. J'étais jeune, j'avais 9 ans, 10 ans. Voilà. Et dû au décalage horaire, parce que ça a pris que 15 jours avant d'atterrir dans ce foyer, le foyer à Lure. Bah, je dormais tout le temps. Je dormais et puis je me réveillais la nuit. C'était un décalage. Et tout d'un coup, je trouvais pas si bon que ça la nourriture française. Mon pays me manquait beaucoup. Et je pense que pour la plupart des gens, c'est pareil. Pour mon père, c'est encore pire. Parce que lui, il n'a pas droit. Il n'a pas droit de penser à retourner en arrière. Non. Il doit s'occuper, il doit chercher comment s'en sortir pour plus tard. Comment il va pouvoir trouver du travail alors qu'il ne parle pas un mot français. Oui. Et au bout de 6 mois, la tata vous savez, la tata, la propriétaire du bateau, elle avait déjà, elle était arrivée à Mulhouse. Au lieu d'aller avec nous à Lure, elle était arrivée à Mulhouse et là-bas, elle appelait mon père via le téléphone, vous savez, à fil, là, où vous décrochez, vous tournez le numéro. Elle a retrouvé mon père. Parce qu'avant de partir, avant de se séparer à Créteil, ils se disent,
ils se sont refilés les adresses respectives mutuelles, disant comme quoi si tu arrives dans telle ville et que tu trouves du travail et que tu trouves que cette ville-là est prospère pour nous, appelle-nous pour qu'on puisse venir te rejoindre. Et vice-versa, vous voyez. Alors à Lure, il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas beaucoup de travail. C'était une petite ville où il n'y avait pas grand-chose. Mais à Mulhouse, il y avait des usines, il y avait des bureaux. Il y avait surtout Peugeot, et il y avait des usines de métallurgie, il y avait tout, c'était très très dynamique à l'époque. Mulhouse, à 40 ans, il y a 40 ans, c'était hyper dynamique, hein. Il y avait tout, c'était une ville en effervescence. Et bah, au bout de 6 mois, moi j'allais à l'école. J'étais en CE1, je crois. Oui, j'étais en CE1. Je comprenais rien. C'était assez dur, mais j'avais des copines françaises qui m'invitaient chez elles prendre, vous savez, le thé à 4 heures, le goûter. J'ai appris le mot goûter et la copine de classe, certainement la maîtresse lui a dit oui, prends-la, invite-la si jamais, si tu veux qu'elle apprenne un peu plus. Et la copine de classe m'a fait apprendre, vous savez, les nombres de 1 jusqu'à 100. Et en même temps, il y avait des familles françaises qui étaient venues, qui faisaient la visite, qui visitaient le foyer pour réfugiés et qui prenaient les enfants pendant les vacances pour bah, tout simplement pour les chérir, pour leur apprendre le français. Moi aussi, j'ai pu bénéficier de cette éducation-là. Vous voyez, il y avait une famille hyper gentille. D'ailleurs, j'arrive pas à la retrouver. Je l'ai perdue parce que je déménage par la suite très souvent. Donc, du coup, je les ai perdus de vue. Et je m'en souviens même plus dans quelle ville ils habitaient. J'étais un couple avec 3 enfants. Donc, ils étaient venus. Ils nous ont accueillis comme si on était de leur famille. Ils ont pris les enfants. Cette famille-là m'a prise moi. Après, il y a eu d'autres familles qui ont pris mes sœurs. Sauf la petite dernière parce qu'elle, elle sait pas marcher, elle sait pas parler encore. Mais sinon, tout le reste a été... oh non, sauf les 2 dernières, je crois. Parce que les 3 premières ont été prises en charge. Donc, elles allaient dans les familles, on appelle les familles d'accueil. Ils apprenaient le français, ils apprenaient à vivre avec pendant les vacances scolaires. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai appris le français. J'ai appris avec les copines de classe, j'ai appris avec maîtresse. J'ai appris grâce à la famille d'accueil. Je sais même pas où est-ce qu'elle est maintenant. Il doit être vieux. Les enfants doivent être très très grands. Vu que moi je vieillis eux aussi, je pense. Je pense. Donc on apprenait comme ça. On s'adaptait comme ça. Et au bout de 6 mois, le foyer a donné un peu d'argent parce que papa a dit je voudrais partir à Mulhouse. Je voudrais emmener ma famille à Mulhouse parce que euh, mes amis sont à Mulhouse, ils ont trouvé du travail. Les fils de mes amis ont trouvé du travail. Ils sont grands, les fils. Et mon oncle, qui était parti en même temps que nous, lui, il a été envoyé en tant que dans un foyer pour jeunes dans le sud de la France à Carcassonne. C'est comme ça que j'ai connu Carcassonne. Après, quand j'allais le voir. Mon oncle avait 15 ans à l'époque, un jeune homme. Donc, il a été accueilli dans un foyer pour jeunes à Carcassonne. Et c'est là où il a appris le métier de fraiseur, soudeur, je crois, un truc comme ça. Oui.
Et papa a dit à la directrice du foyer, il lui a dit, moi je voudrais aller trouver du travail à Mulhouse, même si je ne parle pas beaucoup français. Bonjour, au revoir, ça me suffit. Oui, non, ça me suffit. Voilà. Parce que je veux travailler, je veux nourrir ma famille. Donc au bout de 6 mois, on a déménagé à nouveau. Avec l'aide d'une association, je crois qu'on n'avait pas grand-chose sur nous. Là. On n'avait pas grand-chose. C'était 2 ou 3 valises maximum. Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas d'électroménager, rien du tout. Pas de lit, rien. On était arrivé dans un... On est arrivé, puis on a... je ne sais pas comment il a fait pour louer un appartement à la ZUP, en zone d'urbanisation prioritaire. Et à partir de là, il a dû bosser. Il a dû bosser dur, mais dur. Des fois, il faisait de la restauration. Il travaillait 2 équipes et il rentrait, il était claqué, le père. Il était vraiment claqué. Il y a une année où il a perdu son travail, où il ne trouvait pas de travail. Alors, du coup, on a dû aller... on a dû appeler à l'aide et on avait reçu des bons alimentaires à la mairie de Mulhouse. Donc, on a fait la queue et tout ça, toute la matinée, pour, vous savez, ramener quelques boîtes de conserve. Et c'est comme ça qu'on a tenu. Et maman aussi, elle cherchait du travail, elle faisait le ménage, elle faisait à peu près tout. Papa aussi, il faisait le ménage, il faisait les ménages dans les grandes entreprises. Après, elle a trouvé un travail un peu plus stable, mais extrêmement difficile, c'est dans la métallurgie. La branche métallurgique, extrêmement dure. Travaillait très très dur. Il avait, en sortant de là, je crois qu'il n'avait même pas pu bénéficier de la retraite, qu'il avait déjà le dos cassé. Il a travaillé dans les chantiers, il faisait -20 en hiver. Et je crois qu'au bout de quelques années, à la ZUP, la vie à la ZUP, dans les grands immeubles, dans le 15e étage, là, on lui a volé son scooter. Son scooter a été volé et son casque aussi. Et il y avait beaucoup de vandalisme, les gens commençaient à casser tout, surtout les jeunes là. Commençaient à dealer, il y avait la drogue et tout ça dans le quartier. Donc, papa, il a dit, non, je ne pourrais pas élever mes filles dans ce quartier-là. Il faut sortir de là, il faut chercher une ville plus calme. Mais pour sortir d'une ville plus calme, il faut construire. À l'époque, il y avait encore la possibilité de construire, mais il fallait un apport personnel. Faut acheter le terrain. Et c'était 50 000 francs. 50 000 francs, c'était quoi? C'était un salaire annuel SMIC, je pense. Hein. Oui, parce que c'était 5 000 francs à l'époque, le salaire annuel, le salaire moyen mensuel, le SMIC, c'était 5 000 francs. Donc il a dit, si moi je mets 50 000 francs en un an, c'est pas possible parce que je dois nourrir ma famille. Il y a les enfants et tout ça, payer. À l'époque, on payait encore des livres, on payait les cahiers et tout. C'est pas gratuit, il n'y avait rien de gratuit. L'école était gratuite, oui, mais le tout, il faut payer. Puis, je m'en souviens, il y avait une année où je devais payer pour aller au ski. Moi, que je déteste le ski, je hais le ski. Il fait tellement froid et j'ai pas des vêtements adaptés. J'ai pas des vêtements comme les Français l'exigent, vous savez, selon les normes, J'ai pas tout ça, moi je mettais encore des vêtements qu'on me donnait, vous voyez. Ma mère, elle achetait pas les vêtements, il y avait pas de sous pour acheter des vêtements. Donc voilà, il y avait des sous pour manger, ça c'est sûr, on manquait de rien, mais des vêtements, non. Et puis il fallait payer pour le ski, alors je sais pas comment ils ont fait en classe, ils se sont... je crois qu'ils ont demandé un peu d'aide. Et donc du coup, j'ai pu aller au ski, mais j'aime pas le ski, j'ai jamais aimé le ski.
Je déteste le ski, je hais le ski. Il faisait froid, j'avais les pieds gelés. Je n'avais aucun vêtement adapté, hein. Comme ça, hein. C'est pour vous dire, un jour, j'ai traversé, j'allais à Lure, là. Je devais amener les enfants à l'école. Je devais marcher avec les enfants, avec mes petites sœurs à l'école, les deux premières, les deux cadettes, là. Avec moi, ça fait 3. Je devais les emmener à l'école le matin, les ramener à midi pour manger, repartir à pied, ça prend 20 minutes, hein, et revenir le soir. Ça par tous les temps, hein. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de transport, on y allait comme ça, hein. Les enfants au foyer allaient comme ça aussi, hein. Ceux qui pouvaient marcher, marchent, hein. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien, on traversait même le petit bois où il y avait des fraises. C'est là où j'ai appris à aimer les fraises. Et on traversait même les champs, il y avait des pâquerettes, c'est là où j'ai aimé les pâquerettes. J'aime beaucoup les pâquerettes. Et donc, on traversait comme ça le petit bois. Après, on traversait un petit village avant d'arriver en ville. Et le petit village, tout petit village, là, c'était un hameau. Il y avait une maison magnifique. Elle était trop belle. Avec, vous savez, devant, il y avait il y avait une clôture. Et il y a une très belle clôture, maison un peu style les années 70, là. Avec, vous savez, des dahlias, des immenses dahlias, des magnifiques dahlias. Oh mon Dieu, oh, j'ai regardé ça. Et la maison, le toit en tuiles rouges, elle était belle, avec des fleurs, un jardin fleuri, un jardin à la française, magnifique, très classe. Et, j'étais là devant et je voulais cueillir les dahlias. Mais je sais que c'est interdit. Et dans ma tête, je me suis dit, je voudrais plus tard, je voudrais avoir une maison. Comme ça, avec des fleurs devant. Je voudrais trop. Alors, au marché, on passait tous les jours devant la maison, on revenait. Et un jour, il a plu beaucoup, avec beaucoup de vent, c'était les pluies d'automne. Moi, j'avais pas de manteau. J'avais 2 ou 3 gilets. Peut-être un truc. Mais c'était pas des manteaux que j'avais, c'était un truc, des couches de vêtements, hein. Mes sœurs, pareil, les petites sœurs, pareil. Et la dame de la maison d'Alia, il n'y avait plus de l'Alia, c'était à l'automne. Bah, elle était à l'entrée, elle nous attendait. Elle nous tendait, vous savez, des capes de pluie. Elle nous tendait des manteaux. Elle parlait dans un langage que je ne comprenais pas. C'est peut-être le patois du camp, je ne comprenais pas. Ou alors c'est du bon français, mais moi, partant plus, j'entends rien. Et j'ai compris qu'elle voulait nous donner des manteaux. Elle nous a tendu aussi une paire de bottes de pluie. Oui. C'était une dame d'un certain âge. Elle nous a vus passer, repasser tous les jours, avoir les mêmes vêtements sur le dos. Et elle nous donnait des vêtements. Vous voyez? Donc pour revenir à votre question, parce que vous m'avez demandé si les Français étaient accueillants, il n'y a pas à se poser la question. Vous savez pourquoi? Parce que dans mon propre pays, ils nous tuent. Ils nous massacrent. Les gens qui ont la même couleur de peau que moi me massacraient. Et en France, on donnait à manger. En France, on obligeait les enfants à aller à l'école. Vous voyez?
On les oblige à être éduqués. Extrêmement important. Peu importe la race, peu importe la religion, obligés d'aller à l'école pour tous les enfants. Et aux adultes, on leur donnait à manger, on leur donnait des vêtements. Même ceux que vous ne connaissez pas dehors, quand ils vous voient passer, ils vous donnent des vêtements, ils vous tendent ce qu'ils avaient chez eux. Je pense pas qu'un autre peuple, j'ai pas vu d'autres peuples agir de cette façon-là envers mon peuple, envers moi, envers ma famille. J'ai pas vu. Mon propre peuple me tuait, vous voyez. Enfin, ceux qui croient qu'ils étaient de la même origine que nous. Ils nous chassaient, ils nous massacraient, ils nous pourchassaient. Alors que le français, lui, m'a donné à manger. A donné à manger à toute ma famille. Il nous accueillait, il nous apprenait le français, faisait tout pour qu'on puisse s'intégrer, vous voyez. Et donc papa, il voulait sa maison. Il voulait absolument sa maison. Il a dit non, j'en ai marre d'habiter dans un immeuble où on me vole mes affaires, où l'ascenseur marche un jour sur deux, où il faut se taper 15 étages tous les soirs, alors que vous rentrez du travail déjà crevé. Alors, comment il a fait pour construire sa maison? À l'époque, vous savez, les horaires sup n'étaient pas encore plafonnés. Donc, ce qu'il faisait papa, c'est qu'il travaillait les équipes de nuit. Il avait 2 patrons. Il travaillait pour un patron la nuit. Le lendemain matin, il rentrait, il dormait 2 heures. Il mangeait très très vite, il dormait 2 heures. Et hop, il se lève encore le matin très très tôt pour aller au travail. C'est comme ça qu'il a 2 salaires. Un pour nourrir sa maison. Un pour préparer sa maison, sa future maison. Au bout d'1 an, il a réussi à avoir 50 000 francs ou 40 000 francs, je ne sais plus à l'époque, pour s'acheter un terrain. C'était la seule condition à avoir pour pouvoir accéder à la propriété. Vous voyez, il travaillait 2 équipes. Oui. 2 équipes, il faisait 2 équipes. À l'occasion, je vous montrerai sa maison. Bah nous, bien sûr, on continuait à apprendre. Hein. C'était facile pour nous d'apprendre le français. On pensait à rien, on ramenait pas des sous à la maison. Bah on allait à l'école, on apprenait, puis voilà. Hein. C'est comme ça qu'on a réussi, petit à petit. Bien sûr, la communauté vietnamienne, ceux qui étaient installés là depuis très très longtemps, nous venaient aussi en aide. Elle venait pour traduire, vous savez, les papiers, pour les demandes des cartes d'identité. À chaque fois, il fallait faire des papiers, faire ceci, cela, parce qu'en France, il y a beaucoup de papiers à faire. Hein. Même moi, je m'en sors pas avec mes papiers. Hein. Alors, j'imagine très très bien à l'époque comment les parents ils s'en sortaient. Ils s'en sortaient pas, il fallait de l'aide. Et les Vietnamiens qui étaient établis il y a très longtemps en France nous venaient en aide. Ils allaient au tribunal avec nous, ils allaient chercher des papiers avec nous, ils écrivaient des lettres pour demander, vous savez, des cartes d'identité pour nous. C'était quoi? C'était des cartes de réfugiés, 10 ans renouvelables tous les 10 ans. Ils traduisaient tout, ils étaient là, ils nous soutenaient. On formait une communauté assez solidaire. Et les gens qui avaient besoin d'aide, eh ben, ils trouvaient de l'aide auprès de la communauté vietnamienne à Mulhouse. C'était une très grande communauté. Et là-dedans, il y avait 2 de mes professeurs qui nous enseignaient le vietnamien après les cours ou le mercredi après-midi, vous savez. Et c'est comme ça que j'ai continué à apprendre le vietnamien
Et au bout d'un an, je crois qu'un de mes professeurs était décédé et l'autre, il était parti à la retraite. Donc du coup, j'ai appris le vietnamien pendant un an. C'est tout. Mais je savais déjà lire, je savais déjà écrire. Et avec eux, j'ai appris les subtilités, la langue vietnamienne dans son intégralité. Et ils m'exhortaient à lire énormément. C'est ce que j'ai fait. J'ai continué à le faire. Ils m'exhortaient à lire les livres qui étaient écrits avant 75. Oui. Par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir les retrouver sur Internet, les livres 75. Il y avait une immense bibliothèque. Et par la suite, mon père a acheté les 17 volumes de ce grand historien. Et donc du coup, ça m'a donné aussi envie de lire l'histoire de chez moi et de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de misère. Pourquoi est-ce que le Vietnam continue à être dirigé par des incultes, des junguistes. Et pourquoi est-ce que les réfugiés devaient... Pourquoi est-ce que les Viets sont devenus des réfugiés alors qu'ils ont un pays, alors que, soi-disant, ce sont des vainqueurs? Il y a une distinction entre les Vietnamiens avant 75 et après 75. Il y a une distinction entre le Vietnam avant 75 et après 75. Avant 75, le pays était coupé en deux. Au nord, c'est des Viet Cong communistes. Au sud, c'est gouverné par une armée libérale soutenue par les Américains. 75, le nord a envahi le sud. Après 75, expropriation voilà, de tous les biens, envoi des Vietnamiens ordinaires dans les camps de rééducation, dans les camps de concentration, dans les zones à développement économique, c'est-à-dire c'est à développer. Koh Lanta. Voilà. Emprisonnement de tous les intellectuels par les communistes. Appropriation de tous les biens du pays, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous n'avez plus de riz à manger. Il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y a plus aucune richesse. Tout est verrouillé, il n'y a même pas de savon pour se laver le visage. Alors que le Vietnam du Sud était le grenier à blé de toute l'Asie du Sud-Est. Tout comme le Cambodge avant les Khmers rouges. Pareil, la même chose. Donc aujourd'hui, je suis contente d'être sur une terre libre. Ma fille fait des études. Je mange à ma faim. Je cultive mon jardin. J'ai un travail. Peut-être que demain, je serai virée ou pas à cause de la situation économique actuelle. Mais vous savez, quand on a vécu tout ça, quand on a déjà vu ses parents se débrouiller comme ils pouvaient, je pense qu'il n'y a rien qui nous fera peur. Il n'y a rien qui peut me faire reculer. Il n'y a rien qui pourra me mettre à genoux. C'est pas possible. Vous voyez? Et à tous ceux qui disent, oui, mais le Vietnam c'est ouvert maintenant, c'est libre, on ne comprend pas pourquoi c'est gna 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 gna. Oui, reste là-bas si tu veux. Va là-bas, va vivre là-bas. Moi, pour moi, ce pays, c'est plus mon pays. C'est fini. Le mien est en France. Même si ça se voit pas que je suis française, ça se voit pas du tout. Mais mon cœur est en France, ma vie est en France, ça fait 40 ans qu'on est là. Et on est arrivé avec 2 valises hein, pour une famille, d'accord? Et pas de vêtements appropriés, parce qu'on savait pas comment c'est en France. On croyait que c'était comme le Vietnam, d'accord? On a entendu dire que la France, il neige. Et la première année où il a neigé, c'était vraiment à Lure, où je devais traverser, vous savez, la route avec mes petites sœurs, avec des bottes de pluie. Il neigeait. Il neigeait. Il faisait froid. À partir de là, on a compris qu'un bonnet, c'est précieux, un bonnet en laine, c'est précieux, des gants, c'est précieux. Ah. Oh là là. Oui, c'était les années les plus attendrissantes où les grands devaient se battre pour manger,
pour trouver du travail. Ou les petits, bah, les petits ils vivaient de manière insouciante, hein. Et les Français avaient été là pour nous accueillir, pour nous guider petit à petit. Oui, ils étaient tous là, ils ont répondu oui quand on les a appelés, dire oui, est-ce que vous êtes français, quelques familles françaises là, est-ce que vous êtes volontaires pour accueillir quelques petits réfugiés qui viennent d'arriver? Ils ont dit oui, oui, il n'y a pas de problème, hein, on les accueille. Alors ils m'ont emmené voir les feux de Saint-Jean, ils m'ont emmené fêter Noël chez eux, ils m'ont accueilli pendant toutes les vacances scolaires, pendant 2 ou 3 ans, et après j'ai perdu de vue. Parce que quand on grandit, bah, on devient rebelle, hein, on ne veut plus voir personne, hein. C'est comme moi j'ai un sale caractère, hein, vous savez, hein. Voilà. Mais j'ai gardé des bons souvenirs, des très bons souvenirs, et surtout une reconnaissance éternelle pour tout ce qu'ils m'ont appris. C'est-à-dire la messe de minuit quand il gèle, quand on est dans une église, on souffle comme ça, il y avait de la fumée. Et là, on écoutait le curé pendant 1 heure et demie, je sais pas qui te racontait. Mais alors là, j'avais hâte parce que je voulais dormir. Il faisait froid. Et après, et le lendemain, on avait droit au gros paquet de chocolat bien noir artisanal. Et surtout le gros jambon. Vous savez, là, le gros jambon, j'ai appris à manger du jambon. Le vrai jambon à l'époque, c'était très très bon. Fait par un charcutier, un vrai. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas ce jambon-là, c'est fini, il n'y a plus. Mais c'était à l'époque le vrai jambon, le bon jambon, on les osait encore. Bien. Voilà. J'ai appris à manger du jambon comme ça avec du bon pain, c'était trop bon, avec des cornichons. Et après, j'ai appris que les Français, eh ben, ils avaient une entrée, un plat et un dessert. Chez nous, c'est pas ça. Tout est mélangé. Vous voyez? Donc, je crois que la vidéo est assez longue. Les premières années de ma famille en France, ça a été très dur pour les parents parce qu'ils devaient se battre. Et moi, je ne voyais pas tout ça. Ils devaient se battre pour avoir du travail. Ils devaient se battre pour nous loger. Ils devaient se battre avec le français qui... Oh là là. Mais il y avait une très grande communauté qui était là, qui nous aidait. Oui. Et à l'époque, il y avait pas à Lure, hein, dans les années 83, il y avait pas de boutique. Même à Mulhouse, il n'y avait pas de boutique chinois ou asiatique où on pouvait acheter du riz, des pâtes, des galettes de riz. Non, il y avait rien de tout ça. Il y avait un petit camion qui passait toutes les semaines ou tous les mois, qui proposait du riz, des galettes de riz. C'était, voilà, il proposait tous les mois. C'est comme dans l'ancien temps où on devait acheter du pain, vous savez, quand le camion passait, ou du lait. C'est pareil. Là, c'était du riz. Alors, mes parents, bien sûr, ils achetaient du riz, ils achetaient ce qu'il fallait, des galettes, des trucs, des machins et tout. Il y avait très peu, il n'y avait pas de grosse quantité, hein. Voilà. Mais on s'en souvient encore. On s'en sortait très très bien. Fallait pas grand-chose pour vivre, vraiment. C'était une très belle époque. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Prochaine étape. Je ne sais pas qu'est-ce que vous va vous raconter. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous voulez entendre comme histoire. Ce que vous voulez entendre comme récit. Vous me dites, hein, vous réagissez, vous me dites si vous aimez la vidéo ou pas. Mettez un like, mettez un pouce pour dire que vous aimez le contenu. Comme ça, YouTube sait que les contenus sont appréciés, vous voyez. Et il propose aussi sur la plateforme, comme ça, d'autres gens peuvent venir se loguer, peut-être s'abonner, peut-être. Voilà. Des copines me demandent, mais ta chaîne, elle mérite d'être... excusez-moi. Les copines me disent, oui, les copines, les abonnés, là, me disent, ta chaîne mérite beaucoup, beaucoup de vues. Comment ça se fait que tu as très peu d'abonnés? Je sais pas. J'en sais rien. Je fais pas de pub et je demande pas de vous abonner. C'est peut-être ça, hein?
Alors, merci de vous abonner. Ça vous coûte pas grand-chose, même si vous regardez pas, mais s'il y a des abonnés, c'est cool. Voilà. Merci aux anciennes abonnées. Merci pour tous vos commentaires. Ils ne remontent pas tous, mais je sais que vous êtes là. Je sais que vous me suivez. Et je réponds aux commentaires sélectionnés par YouTube. C'est pas par moi. Moi, je sélectionne rien. Je répète encore une fois, je ne sélectionne rien. C'est YouTube. Voilà. Bisous, merci.